Il y a une citation que j'ai postée hier sur Instagram qui dit arrêtez d'être déçu parce que quelqu'un d'autre a atteint un objectif que vous vouliez atteindre avant vous. Et en fait, c'est intéressant parce que ça reflète en gros tout le mal-être en gros de l'entrepreneur qui se donne de la valeur par rapport aux autres. Et moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez des comparaisons entre les entrepreneurs, que ce soit en start-up ou autre, par rapport à leurs objectifs propres et surtout à ce que le monde donne à voir, etc. C'est quoi ton avis, toi, par exemple En fait, je pense que depuis qu'on est tout petit, on se compare tout le temps aux autres. C'est un peu ça déjà à l'école, rien que les notes, ça te force à te comparer, t'as eu combien, etc. Oh, le classement, le classement. Oh là là. Après, c'est les écoles que t'as fait prépa, est-ce que t'as pas fait prépa, machin, t'es passé par quoi et tout. Et moi, c'est vrai que rien qu'au niveau des études, tu vois, au début, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais très dissipé. Du coup, j'avais failli être renvoyé plusieurs fois de mon lycée et tout, et donc je suis parti à la fac après. Et j'avoue que je me sentais mal quand j'étais avec mes potes qui avaient fait médecine, machin, tout ça, de ne pas avoir fait un peu des grandes écoles, tout ça. Et ouais, je me sentais mal. Et c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingé et qu'après, je suis parti à HEC, tu vois, parce que genre, j'ai eu mon shift où je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça pour réussir, tout ça. Et après, en arrivant dans le monde des startups, ça a été la même chose. C'est-à-dire que je suis rentré à l'incubateur d'HEC à l'époque. Et en fait, Station F. Et après, tu avais tout le monde qui se comparait, tu vois. C'était... t'as levé combien, combien t'as levé, si t'as pas levé, t'as pas vraiment fait de start-up. Et donc c'était un peu ça, tu vois. Et même quand je rencontrais des gens comme ça, ils me disaient, ouais, tu fais quoi? Je dis, j'ai une start-up. Ah, cool, vous avez levé combien? J'ai pas levé. Ah ouais, non, c'est pas une start-up dans ce cas-là, tu vois. Et ainsi de suite. Et en gros, ça, tu vois, moi, typiquement, ça m'a poussé au départ à me dire, genre, quand on s'est lancé avec Vianney et François, faut que j'aille lever. Donc j'ai passé genre un mois à contacter tous les fonds. Je me suis pris trop de portes, évidemment, à ce moment-là. Mais c'était ça, tu vois. Parce que dans ma tête, en fait, c'est là où j'ai réalisé, putain, mais attends, la raison pour laquelle je fais de l'entrepreneuriat, c'est pour avoir ma liberté. Et là, en fait, je me mets exactement dans les mêmes cases des gens avec qui je me compare, tu vois. Donc ça n'a aucun sens. Je sais pas comment c'était vous. Moi, je trouve que c'est intéressant. Se comparer, je pense qu'il y a du bon et du pas bon. Le pas bon, tu l'as mentionné, je pense, c'est quand tu te compares sans comprendre que la personne peut être dans un paradigme qui est complètement différent. Souvent, quand tu crées un concept, tu montes ta boîte et tu penses que quelqu'un fait la même chose que toi, et tu penses que tu peux copier exactement tous les steps de cette personne-là, tu ne sais pas combien cette personne-là a son compte en banque, tu ne sais pas combien elle burn pour pouvoir faire de l'acquisition. Enfin, on ne sait rien de tout ça en réalité. Donc, même pour deux concepts similaires, il y a plein de choses que tu peux réellement copier. Le côté positif, c'est que derrière, ça peut quand même pas mal t'inspirer. Tu vois le champ des possibles. Et donc, du coup, même si tu ne vas pas le faire tout de suite comme ça ou de la même façon, tu peux te dire en tout cas qu'il y a une façon d'arriver au point B, tu vois. Et tu dis, ok, ça c'est possible, ça c'est cool. Donc, de mon expérience personnelle, je dirais que se comparer, c'est très mauvais. C'est très, 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 très mauvais parce que à la fin de la journée, en fait, ça te défocus de l'importance de ce que tu fais, qui est en réalité, tu dois apprendre de chacune de tes erreurs, tu dois apprendre de chacun de tes steps pour pouvoir avancer. Et pour rester focus sur ça qui est extrêmement important, et je pense que c'est encore plus important pour quelqu'un comme toi, qui est dans tout ce qui est tech, c'est que finalement, tu apprends du feedback de tes clients. Et quand tu perds ton focus pour être sur copier celui qui est à côté, tu n'écoutes plus ton client. C'est clair. Et en fait, en écoutant ton client, tu as plus de chances de trouver un truc qui va faire que finalement, tu as de l'avance sur la personne sur laquelle tu te compares, parce que tu as compris ce que ton client désirait, que si tu passais ton temps finalement à regarder de l'autre côté pour te retrouver sur un truc qui est complètement qui n'est pas adéquat. Quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je considère que justement la comparaison, c'est la comparaison nocive, du coup, qui est le fait de se comparer en regardant, en disant est-ce que lui il est meilleur que moi, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas. Je trouve ça pas bien, je trouve que c'est nocif parce que, comme tu disais, tu sais pas où l'autre en est, et en plus on se rend compte que maintenant qu'on a tous mis un pied dans l'entrepreneuriat depuis des années, il y en a beaucoup, c'est du bullshit quand on parle de levée de fonds. On sait bien que quand une personne va annoncer qu'ils ont levé 1 million d'euros,
En fait, ils ont levé 800 000. On arrondit tout ça. Et ils sont en train de chercher à compléter parce qu'ils veulent faire un effet de levier, etc. Enfin, tu sais, on le sait, mais ils vont annoncer ça parce qu'ils veulent parce qu'ils veulent attirer l'œil, avoir de la presse, etc. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est bien d'avoir un comparatif, mais de se comparer constamment à des gens dont le projet ou dont quelque chose s'est bien passé à un instant T. Ce qui veut dire que l'instant T n'est pas ton instant T à toi. Ce qu'il a fait à l'instant T ne veut pas dire que ça a marché pour toi dans les 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est de vouloir copier-coller les choses que des gens font. Par exemple, dans le business, en jetant à la poubelle ton expertise. En gros, lui, il a fait ça comme ça, vas-y. Donc je vais faire ça. Et sans prendre en compte ce que lui a mal fait. Parce que si lui, il a bien fait ça, c'est qu'il a forcément fait mal un truc, mais il t'en parle pas. Et si tu lui demandes pas, tu sauras jamais. Mais ça, c'est pour la partie business, mais pour la partie... je me souviens, quand on était à Station F, c'était intéressant de voir, parce que les gens venaient nous voir, et nous disaient « Ah putain, c'est trop bien, vous avez ça, nous on n'a pas encore ça et tout. » Mec, on n'est pas dans le même business. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est beaucoup plus simple d'avoir ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais avoir de la presse, c'est plus simple pour une boîte qui fait des céréales ou de la food d'avoir de la presse plutôt qu'une boîte de logiciels pour aider les restaurateurs. C'est plus simple pour nous, c'est plus sexy. Parce qu'on c'est plus sexy, clairement. Mais tu vois, les gens qui se comparaient à nous, à un moment, c'était des gens qui faisaient, par exemple, des logiciels. D'accord. Mec, on n'est pas dans le même secteur, tu n'auras pas la même presse, ça ne sera pas aussi sexy, et c'est pas grave. Je pense qu'il y a ce truc, on confond souvent, en fait, le best practice. Donc, tu peux copier les best practices, ça fonctionne déjà, notamment dans la tech, parce qu'on fait un peu de tech maintenant, où il y a des trucs... Il y a des mecs, on va prendre un exemple tout con, on va prendre Tinder, Bumble et tout le reste. Il y a des trucs qui fonctionnent déjà, tu vas pas te prendre la tête à réinventer la roue. Bien sûr. Là, tu te compares, tu prends ce qui marche, tu vois. Mais ça s'appelle ça, c'est prendre des best practices. Et en fait, il ne faut pas confondre ça avec ce que vous êtes en train de dire justement, qui est d'aller pomper tout et n'importe quoi sans vraiment savoir. Ouais, c'est clair. En fait, il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a la comparaison avec les autres. Moi, ce que j'aimais bien, tu vois, je pense que c'est naturel de se comparer. Après, faire attention, comme tu disais, à ne pas rentrer dans la toxicité. Mais tu as aussi un côté où il peut y avoir de l'émulation, donc ça peut te motiver, tu vois. Moi, je sais que ça m'a toujours... En fait, il y a un truc qui est super important en business, c'est de partager ses objectifs avec des gens autour de toi. Et c'est cool quand c'est des boîtes dans le même secteur. Par exemple, tu vois, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est prendre des gens autour de moi qui, eux aussi, développaient un SaaS, donc un logiciel, et leur dire, OK, on s'est lancé un petit peu en même temps, genre, c'est quoi tes objectifs à 6 mois? Et eux, ils me disaient, nous, c'est d'avoir tant de MRR, revenus récurrents mensuels. Et moi, du coup, je leur disais, OK, moi, c'est tant, tu vois, aussi. Genre, je vais essayer de faire comme toi, tu vois. Et en fait, juste ça, tu sais, c'est un peu de la bonne compétition, en fait, tu vois. C'est tu boostes et ça, c'est sain, tu vois. Tu peux être pris quand même par l'autre comme, attends, là, tu veux rentrer en couple avec moi, tu vois, mais pourquoi tu veux te mâcher sur moi? Fais ton propre truc, tu vois. Ça peut être comme ça, tu vois. Ça, c'est cool. Mais après, en fait, tu vois, moi, je pense que, tu vois, par exemple, si tous les mois, parce qu'en fait, il y a un truc qui est pas mal avec la levée de fonds, même si moi, je suis pas forcément pour dans tous les cas et tout, mais le fait de faire un board meeting, donc tous les mois te dire, OK, voilà les chiffres, voilà ce qu'on a fait, tout ça, en fait, c'est bien, c'est une bonne pression parce que ça te force à atteindre, tu vois, tes objectifs. Et en gros, je trouve que de le faire avec des gens, tu vois, quand t'as pas levé, si tu as des gens qui sont dans la même catégorie que toi, c'est cool de partager parce qu'au moins, tu vas te sentir accountable et tu vas te dire, OK, il faut que je me sens redevable par rapport à ce que j'ai partagé et donc il faut que j'atteigne mes objectifs. Et en fait, je me rends compte dans tous les entrepreneurs qui se lancent, il y en a à chaque fois, tu vois, il y en a qui viennent de me demander des conseils ou des trucs comme ça et tout. Et je leur dis, OK, c'est quoi tes objectifs dans 1 mois? Donne-les-moi, tu vois. Et en fait, non, ils osent pas, tu vois, ils sont un peu... Et en fait, ça, c'est un bête de truc pour te booster. Tous les entrepreneurs que je connais et qui font des gros chiffres, c'est que des compétiteurs. Vraiment, que ce soit dans ma famille ou les gens que je rencontre, il y a toujours cet esprit de compétition. Et par exemple, moi, à la base, j'ai pas forcément cet esprit de compétition. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très... on va tous gagner, on y va et tout. Mais je sais reconnaître que dans tous les entrepreneurs que je rencontre qui font des vrais chiffres, il y a cette graine. Et je pense qu'il faut savoir, justement, moi... Il faut doser, quoi. C'est ça, il faut savoir doser, mais surtout, être entouré de personnes comme ça me change aussi. Ça te booste. Mais et puis aussi, tu peux être un compétiteur sans le montrer.
Parce qu'il y a des compétiteurs hyper agressifs qui vont le montrer. Je suis un compétiteur, et t'as par exemple, les Bernard Arnault, il dit que c'est un compétiteur de ouf. Ouais. Pourtant, tu le vois, il a l'air mou, quoi. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Donc aussi, c'est l'attitude. Mais je pense que dans son entourage, les gens doivent sentir que c'est un tonton. Il doit être féroce de ouf. mais ça peut dire qu'il y a des compétiteurs qui le disent à voix ouvertement. Moi, je suis compétiteur, moi, machin. Et puis il y en a qui le sont. Faut se méfier du loup qui dort. C'est ça. Il y en a qui le sont, mais qui le sont juste dans leurs actions. Ça, ce que je veux dire. Et moi, je suis compétiteur, mais je vais pas forcément le dire. Genre, je vais être. Toi, t'es sneaky, il est fourbe en fait. Je le dis pas, il attend. Je suis peut-être un petit peu fourbe, mais je suis plus, tu vois, en gros, ma compétition, c'est moi-même. C'est voilà, c'est vas-y, je vais pas regarder ce que font les autres forcément, parce que si je regarde ce que font les autres, c'est comme en athlète, tu vois. Quand tu fais un sprint, tu n'as pas le droit de courir sur la ligne de l'autre. Mais ce qui se passe, à chaque fois que tu regarderas des vidéos, quand les sprinteurs courent et qu'ils regardent ils perdent du la temps. Personne, ils perdent du temps et ils se dirigent vers la ligne. Et en fait, il faut toujours être... Tu peux regarder de temps en temps, tu dis, ok, bah voilà, il y a eux qui existent, ils ont fait ça, machin. Mais si tu regardes chacun de leurs mouvements, chacune de leurs avancées, ils ont fait tant, c'est... Mec, bah vas-y, fais un copier-coller, fais ce qu'ils ont fait, essaye de copier et vis derrière eux. Voilà, c'est ça, et tu vivras tout le temps derrière eux. Tu vivras tout le temps derrière eux. Donc, sinon, tu peux aussi faire tes propres objectifs. Si eux, leur objectif, c'est de faire 1 million dans les 2 mois, et toi, c'est de faire 300 000, atteins déjà les 300 000. Tu n'as pas besoin d'atteindre les 1 million si... Enfin, tu ne sais pas ce qui se passe dans En fait, dans tous les boîte, cas, surtout. En fait, le truc, c'est ça dans le côté un peu nocif, c'est que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Mais oui. Même regarde la compétition, tu vois, genre, si on te dit, OK, demain, tu peux être milliardaire, bah, tu signes, évidemment, tu vois. Mais là, chez les milliardaires, Elon Musk, Jeff Bezos, les gars, ils se battent tout le temps, tu vois. C'est quelle est la boîte qui va faire le plus de thunes. Chaque année, tu as ce classement. Regarde, en fait, ça s'arrête jamais. Sur Bloomberg, là, ils ont annoncé que les fondateurs de Google, ils font partie des CEO, des fondateurs qui ont atteint qui ont dépassé la valeur de 100 milliards de valorisation. Tu vois. Et c'est un autre monde, tu vois. Eux, ils sont 7. Voilà, ils sont 7, je crois. Ils font des petits dîners. Mais eux, ils se bagarrent entre eux. En fait, on les fait se bagarrer parce que c'est la presse qui crée des classements. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils sont sur mais tu vois, c'est les gens qui créent la compétition aussi. Alors que eux, vas-y, avec plus de 100 milliards, au bout d'un moment, tu peux même arrêter de travailler si tu veux, mais c'est autre chose qui les drive. Tu vois, c'est l'humanité. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui est important. On n'en a pas forcément parlé, mais il y a un moment, au lieu de te comparer, c'est qu'est-ce qui est ta raison d'être, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as monté cette boîte? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je me lance? Why. Voilà, c'est ça. Quel est ton why? Même si ça m'énerve de parler de ça. Attends, mais est-ce que il y a un truc qui s'appelle le why ou alors le pourquoi. Voilà, c'est un mec qui s'appelle Simon Sinek. Il a écrit un livre et il parle du why. Start with why. Tu commences avec ton pourquoi. Et en fait, une fois que tu auras trouvé ça, t'as avec un petit accent du Sud. Une fois que tu auras trouvé ton pourquoi, machin. Ah non, c'était une petite blague à part, mais c'est hyper relou de chaque fois d'entendre des gens parler du why, mais je pense pas qu'il faille. Pour moi, par contre, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faille commencer par son pourquoi. Je pense qu'il vaut mieux commencer et après ton pourquoi il peut évoluer et il peut changer. Mais il faut être à l'écoute de tout ça, tu vois. Mais au début, moi la raison, tu vois, pour laquelle je voulais faire de l'entrepreneuriat, ça a changé, tu vois, et ça a mis du temps avant que je la trouve vraiment. C'était quoi au début? À la base, je t'avoue, en fait, moi, ça me saoulait d'avoir j'ai une start-up. Non, mais... non, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. En vrai, franchement, à la base, je me suis juste dit, j'ai pas envie d'avoir de boss et j'ai juste envie de pouvoir avoir un salaire. Mais avec le temps, tu vois, on a commencé à recruter. Et en fait, je me suis dit, non, moi, mon objectif, c'est de changer la vie des gens qui m'entourent et que je recrute, tout ça. Et après, ça a été, non, en fait, j'ai envie de changer la vie d'encore plus de personnes, de plus d'entrepreneurs, partager beaucoup plus. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai vu que ma vraie raison d'être, c'était dans le partage et redonner tous les conseils que j'avais pu recevoir, etc. Est-ce qu'on peut pas se dire, du coup, que le why, excuse-moi, Dico, c'est quelque chose, justement, qui est censé évoluer avec le temps. Et que donc, c'est pas que tu dois chercher ton why, c'est que, intuitivement, tu as un why et que pour le moment, il est ce qu'il est et qu'avec l'évolution de ta boîte, lui aussi, il évolue. Et par exemple, si l'Emlist, ça avait capoté à l'époque où tu t'embrouillais, est-ce que ton why t'aurait gardé dans la course? Parce qu'en général, on dit que quand les temps sont durs, tu réfléchis à vraiment la raison d'être de ce projet-là. Est-ce que ça t'aurait gardé
Est-ce que tu aurais continué seul? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, franchement, en fait, je pense que moi, j'ai toujours été très déterminé, tu vois. Donc, moi, l'objectif, il était clair. L'objectif, c'était de pouvoir me payer un salaire avec un projet que je lançais from scratch, tu vois. Et en gros, il y avait pas d'autre choix, tu vois. Il n'y avait pas d'autres objectifs. Et après, tu vois, je pense que quand tu es entrepreneur, plus tu as connu des moments difficiles, plus les moments difficiles, maintenant, tu vois, j'apprécie les moments difficiles. C'est-à-dire que quand il y a des trucs genre galères, etc., en fait, on a eu tellement de galères, mais vraiment, tu vois. Enfin, parce que nous, on a monté un autre projet en parallèle de l'Emlist qu'on a revendu et tout. L'Empod, là. Ouais, l'Empod. On l'avait remonté genre à $600 000 de revenus récurrents annuels en 12 mois. Après, on a eu LinkedIn qui nous est tombé dessus. Au moment de la revente, du coup, il y a eu plein de conditions dans la revente. Ça a capoté avec 2 acheteurs à cause de ça. On en a eu un 3. Enfin, mais c'est parti. Genre, moi, franchement, je suis passé par des moments où c'était en mode, ça y est, tout est terminé. En plus, non, c'est bon, on va être millionnaire. Non, c'est parti, c'est la merde. Enfin, et franchement, et plus tu as des trucs comme ça, plus tu te dis, et pareil, tu vois, avec Vianney et François, il y a des moments où, bah, tu sais, quand il y a des gros clashs et tout, tes associés, c'est avec ceux avec qui tu fais le business, quoi. Si tu as un associé qui part de... C'est le bordel, tu vois. Et quand tu es dans ces moments, genre, tu vois, je sais pas, imagine, toi, tes associés, d'un coup, tu n'as plus de nouvelles. Pendant une semaine, ouais, là une semaine. Non, c'est chaud. Tu les appelles, ils répondent app. Mais tu fais comment, tu vois? Enfin, si c'est un des deux. Non, si c'est les deux, là. Si c'est les deux, c'est chaud. Là, t'as mis au placard. Ah ouais, là, j'avais l'impression. Et donc, tu vois, je me dis, en fait, tous ces moments difficiles, c'est ça qui te forge et par la suite, tu vois, qui vont t'aider aussi à te relever. Et c'est vrai que quand tu as un why, bah là, ça te booste beaucoup plus. Mais je trouve que, tu vois, le truc de start with why, etc., genre commence dès le départ à voir ça. En fait, pour moi, il y a un moment où c'est pas grave, tu vois. Commence par déjà un objectif qui est concret, mesurable, genre te payer. Parce que, tu vois, quand il y a des gens, parfois je vois des gens qui sont trop dans leur mission, tu vois. Genre, et en fait, comme c'est pas vraiment mesurable, vu que c'est trop philosophique, etc. C'est intangible. C'est intangible, bah en fait, ils s'y perdent. Alors que quand tu as des vrais objectifs mesurables au départ, toi, c'est pareil. Maintenant, aujourd'hui, c'est simple. Hein, tu vois, on se paye des bons salaires, on est libre, on recrute qui on veut, on est comme ça et tout. Vous êtes libre financièrement. C'est ça. Vous voulez la liberté financière? Suivez-nous. Abonnez-vous. mais véridique, le côté des salaires, tu vois. Mais en réalité, franchement, dans le baromètre, hein, à partir du moment où tu te dis il faut que je me paye, ton baromètre, en fait, tout devient beaucoup plus clair. Tu vois. Bah oui, c'est clair. Tu sais combien tu dois vendre, qui tu dois engager ou pas. J'ai une question, je te coupe, excuse-moi. À un moment, tu parlais à un moment, vous avez dit c'est bon, on va être millionnaire, et ensuite, non. Est-ce que tu peux me raconter, genre, ce que tu as ressenti au moment où tu t'es dit cette boîte-là, on va la vendre, là on va avoir le mini. Je vais acheter ça. Je prends ça. Là, je vais avoir ça, la maison, je vais pouvoir l'acheter. Hop, ensuite, là, je me prends un truc. Comment, du coup? Franchement, en fait, à ce moment-là, en gros, pour la petite histoire, on a lancé l'Emlist. L'Emlist grossissait très vite et il y avait déjà du cash. Donc déjà, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait une boîte qui tournait, qui faisait beaucoup d'argent. Et à côté, quand on a lancé l'Empod, ça a commencé à grossir et grossir vite. Et en fait, on s'est dit, OK, on est passé par un broker que j'avais rencontré à une conférence. Donc le broker, c'est l'intermédiaire, tu vois, qui va t'aider à trouver les acheteurs. Et là, on parle. Et là, en fait, il me dit... Broker américain? Ouais, c'est ça, broker américain. Et il me dit... Guillaume, avec le projet que tu as, les métriques sur ce projet, en 2 semaines, il est vendu. Je fais grave stylé. On est début mars 2020. 1 semaine après, Covid, lockdown. Et là, il me dit, ouais, non, Guillaume, t'inquiète pas, ça devrait rien changer et tout. Après, je lui dis, ouais, non, mais juste sois honnête avec moi. Il me dit, ouais, d'accord, c'est la merde. Là, on sait pas comment ça va se passer. Tout est en lockdown, les gens, ils sont freeze, tout le monde décide de rien acheter. Parce qu'en fait, les gens qui achetaient des logiciels, en gros, il y avait ce côté où le logiciel, c'est très bien, c'est très rentable, tu fais des grosses marges et tout. Mais comme la bourse, elle s'écroulait au moment du Covid, en fait, il y avait des opportunités de ouf. Donc, toutes les personnes qui avaient beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent, en fait, acheter des boîtes, c'était moins rentable que d'acheter des actions. Donc, en fait, eux, d'un coup, ils ont eu la vente de business qui baissait de ouf. Donc, en fait, on a eu ça déjà, première montagne russe, où tu te dis trop cool. Et d'un coup, tu te dis, je sais pas comment les mois qui vont arriver, le projet va réagir. Est-ce qu'il va être flat alors que j'étais en hyper croissance? Et tu vois, si c'est flat, clairement, les mecs, ils vont regarder, ils vont se dire, ouais, ça se trouve, c'est flat, donc il va falloir que j'investisse plus. Donc, en fait, ta valo, elle descend de ouf. Et en fait, nous, ça allait, on continue à grossir. Donc là, je me dis, bon, c'est cool. Et en juin, on reçoit une offre. Là, j'ai encore le mail, hein, tu vois, genre une offre à 7 chiffres, du coup. Et je suis là et je fais, oh putain, genre, c'est génial, genre, truc de ouf, machin et tout. Et là, message de LinkedIn qui tombe en mode, ce que vous faites, c'est illégal, genre, contre nos termes and services.
vous avez genre 1 semaine ou 2 semaines pour arrêter votre projet. Et là, du coup, tu vois, en vrai, il y a le truc de, ok, est-ce que je vends sans le dire? Ça, c'est la première idée. Et après, tu te dis, ouais, non, tu peux pas faire ça, genre 17 secondes après. Et là, du coup, je me dis, putain, c'est relou. Surtout qu'en fait, ils me contactaient moi. À l'époque, il faut dire que mon profil LinkedIn de l'époque, c'est des centaines de milliers, voire des millions de vues par mois, de façon constante. C'est énormément de trafic drivé sur le site et tout. Et les mecs me menacent de delete mon profil. Okay. Donc, moi, t'es un influenceur LinkedIn? Bah ouais, à l'époque, tu vois, genre en 2020, j'avais genre 25 000 juste sur mon profil et ça générait beaucoup de trafic. Ouais. Okay. Et en gros, et LinkedIn m'avait contacté plusieurs fois en mode on vous remercie pour la qualité de votre contenu, ce qui est rich, tu sais, les petits trucs de félicitations quoi. Et en fait, là, je me dis putain, c'est vraiment la merde. Et donc, j'en parle au broker. Je dis ok, il faut qu'on soit transparent pour lui dire. Il me dit d'accord, on en parle. Et là, le gars, il me renvoie un message. Bah désolé, du coup, il se retire. It's off the table. Ouais, deal is off the table. Et là, je fais ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye, on attend. Et là, on parle avec Vianney et François. On dit bah, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Parce qu'on va pas se lancer dans un procès avec LinkedIn. Ouais. Donc, on parle avec nos avocats. Qu'est-ce que c'est? Ils me disent bah en gros, ce que vous faites, c'est pas illégal. Après, en procès, ça va prendre des années. C'est des charges énormes. Est-ce que vous voulez mettre cet argent? Oui, non. Donc, on est en pleine réflexion. Et là, il y a le broker qui me recontacte. J'ai peut-être un truc. On réfléchit. Est-ce que t'es un petit pigeon? Ouais, c'est pas un pigeon, mais du coup, genre, j'ai peut-être une stratégie d'exit un peu différente où en fait, on renégocie. Et là, j'ai passé toutes mes vacances d'été 2020 à renégocier le deal, tu vois, pour faire une structure. Et c'est là où du coup, j'ai énormément appris parce que tu vois, il y a plein de gens, on te dit, bah, quand tu vends, la plupart des gens se disent, bah, tu prends un paquet de cash et c'est bon, tu peux te barrer. Ouais. En vrai, la plupart des boîtes ne se vendent pas comme ça. En gros, quand tu te vends, tu as ce qu'on appelle un earn-out, c'est-à-dire que d'abord, tu as un peu de cash et après, tu récupères de l'argent en fonction de milestones, donc d'étapes que tu vas atteindre. Tu vois. Ouais. Et en fait, là, du coup, je commence à tout restructurer. Je leur explique que oui, nous, dans le deal, on veut sortir vite parce qu'on veut être focus sur l'Emlist. Tu vois, on a une vraie histoire, quoi. Et ce qui était vrai, quoi, c'est on a l'Emlist qui est en hyper croissance, on veut être full focus sur l'Emlist, il faut qu'on s'en sépare. Maintenant, quel est un deal qui fonctionne bien, tu vois. Et donc, du coup, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on a pris moins d'argent de cash upfront, mais quand même une somme qui était cool. Et après, on a pris en fait un pourcentage du revenu sur X années pour essayer de ramener à la somme du départ. Comme ça, ça enlevait vachement le risque pour l'acheteur. Parce que du coup, eux, ils ont du revenu tout le temps qui tombe tous les mois. Et à côté de ça, nous aussi, on n'a plus le projet. Et puis en plus de ça, c'est tous les mois aussi pour vous, je suppose. Ouais, grave, ça fait tous les ans. Ouais, ça fait un petit, ça met du beurre dans les épinards. Mais du bon beurre. Mais tu vois, ça par exemple, pour revenir à la comparaison, je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui se sont dit quand ils ont appris ou eu vent un peu de cette potentielle vente, ils ont dû se dire oh putain, eux ils sont ça y est, ils sont milliardaires. Ils sont refaits, ils vont faire ça, alors qu'ils ont aucune idée des biens galères. Et surtout, ils vont se dire ah ouais, non, faut absolument qu'on fasse deux business en même temps parce qu'ils ont réussi. Non, mais c'est ça. C'est une galère d'avoir deux trucs en même temps. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que se comparer, tu vois, c'est pas forcément. En fait, quand tu connais pas les tenants et les aboutissants et que tu vois juste une partie de ce que la personne fait, se comparer, bah, tu te compares avec un truc dont tu es au courant que de 50%. Ouais, c'est clair, même pas. Hein, tu vois ce qu'on te veut. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ce qui manque vraiment, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est trop opaque. En fait, la plupart des gens, t'en as plein. Tu vois, moi, c'est pareil. Hein, je me rappelle, j'avais des conversations avec des entrepreneurs. Ils me disaient mais non, mais ça va ultra bien. On est en train de faire péter les chiffres et tout. Et moi, je leur disais ouais, franchement, là, c'est un peu relou. Par exemple, tu vois, il y a eu des moments où on a perdu genre des gros clients ou des trucs comme ça. Je leur disais, c'est un peu chiant, on a un énorme client qui est parti, genre ça fait chier, ça nous ralentit dans ci, ça. Et là, les mecs, en fait, ils changeaient d'un coup. Ouais, non, en vrai, moi aussi, c'est la galère. Et en fait, c'est ça, tu remarques qu'il y a tellement de bullshit et tellement de fake. Et moi, franchement, les galères, moi, je les partage, tu vois, volontiers. Parce que, c'est important. Bah ouais. La semaine dernière, je te dis, on a perdu genre notre plus gros client. C'était un client qui payait globalement à l'année l'équivalent quasiment de 300 000 balles. Okay. Tu vois, en annuel. Et en fait, ce client-là, c'est un client qui est arrivé au moment, genre 6 mois avant les élections américaines et qui est resté quasiment 1 an, tu vois. Et en gros, le gars, on n'a jamais eu de contact avec lui. En fait, il gérait les campagnes et il allait contacter les électeurs pour booster les voix de machin, tu vois, un peu à la Cambridge Analytica, mais en mode ultra segmenté. Et en fait, ce mec, on a essayé de le contacter plusieurs fois parce que t'as un gars qui arrive, il met ses cartes sur ses différents comptes et le gars, d'un coup, il se met à te payer genre 25 000 balles par mois. Et tu te dis, bah attends, c'est ce gars, je veux l'interviewer, je veux savoir, on va faire une success story et tout, tu vois. Mec répondait pas.
on a eu un petit échange et il nous a dit, bah les gars, là je vais partir, tout ça. Et nous, tu vois, on était en mode hyper croissance, tout ça. Tu perds 25K Par mois. dans un mois, Ouais. comme ça, là, qui tombe. Tu vois, sur ton chiffre d'affaires, ça te fait. C'est Moins ouf, quoi. 300 000 à l'année, ouais. Et pareil, tu vois, on en parlait, il y a des gens qui te disent, bah ouais, tu peux pas tout partager, tu peux pas. Bah en fait, moi, franchement, je l'ai dit direct à la team, tu vois. Genre, tout le monde a accès aux chiffres tout le temps. Je leur ai dit, on a perdu un énorme. Et en fait, là, tu peux te dire, ok, peut-être que ça fait paniquer les gens. Au contraire, toute l'équipe On va en sales et trouver tout, d'autres. ils étaient. Bah non, mais ils étaient grave boostés. Et au final, on a quand même pété notre objectif en avril, juste parce que tu vois, les gens, ils se sont dépassés encore plus. Et tu vois, de partager les galères. Ah, c'est En fort. fait, ça apporte que du bon. Ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que une fois que vous avez cet petit échange et que tu sais que c'est pendant une campagne, Ouais. tu sais déjà que tu vas pas le garder. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant de savoir que tu as des clients que tu vas pas forcément garder, mais que tu vas Ouais. prendre les thunes, et il y en a d'autres avec qui tu vas durer sur le long terme. Ouais, c'est clair. Bah, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu échanger avec vous des comparaisons nocives et pourquoi il ne faut pas se comparer ou alors se comparer intelligemment. On espère que vous avez kiffé cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour en savoir plus et pour voir les prochains épisodes. Et on se dit À la semaine à la semaine prochaine. prochaine. Et laissez les commentaires si vous Ah avez ouais, des ouais. questions. Questions, commentaires, balancez, crachez-nous si vous voulez. Mais Non, crachez sur Back en mais donnez-nous vos retours, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous donner des idées de sujets si vous avez envie qu'on en discute. Ouais. Parce que là, on a la brique B2C, la brique B2B, donc on Ouais. partage chacun nos points de vue et je pense que ça peut être cool si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Carrément. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.